Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 88e épisode des UBBistes. Un épisode qui sent bon l'été, le soleil, la chaleur, la plage, le grand air, mais pas pour tout le monde puisque les joueurs et le staff de l'UBB ont repris le chemin des terrains hier. C'était ce mercredi. T'es content de les revoir, Yann? Ouais, même si c'était peu nombreux, 18, le Sud-Ouest a annoncé 18, mais ouais, c'est bien là, c'est la reprise. Le rugby vient juste de s'arrêter et ça repart. C'est bon Ouais, ça? enfin, on risque de quand même d'être privé de match pendant un petit moment. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand tu as 15 internationaux, 8 U20, c'est vrai que à la reprise, c'était un peu moins nombreux forcément. Et effectivement, et puis quelques blessés, notamment Big Ben, etc. Donc, mais il y a eu même des blessés qui ont repris, donc ça c'est, enfin, qui vont reprendre en tout cas. Donc ça c'est vraiment plaisir. Ouais, ça, on va en parler dans les actus du club, évidemment. Puis on va pouvoir parler un peu chiffon avec ces nouveaux maillots d'entraînement. Je sais que c'est très important pour toi, donc on débattra là-dessus. Au programme, retour sur France-Japon et sur la perf des Bordelais. Retour aussi sur la finale des U20 face aux Springboks parce qu'on avait quelques cracks qui étaient sur la feuille de match. Petit message, je crois que je n'ai jamais parlé ici, mais on a lancé il y a quelques semaines un serveur Discord. Pour ceux qui ne savent pas, un serveur Discord, c'est un peu comme un forum où en gros il y a plusieurs channels et dans chaque channel il y a un sujet et vous pouvez échanger. Ça fait un peu comme des conversations WhatsApp, c'est des chats. Donc si vous voulez rejoindre ce serveur Discord, il faut avoir l'application et il y a le lien qui est en description. Il y a le lien aussi de la playlist. On a dépassé les 50 000 écoutes sur les sons des UBBistes. Donc ça que c'est très cool. Et puis ça peut vous permettre de patienter dans les bouchons pour aller au soleil ou à la plage et chanter à tue-tête. Vous pouvez également vous abonner sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Laisser des j'aime, des pouces, des likes. Ça nous aide évidemment grandement. Voilà pour cette petite intro succincte. Je vous propose qu'on passe au match France-Japon. Et ce samedi matin à 10h, c'était 10h40 heure française, la France défiait le Japon à Tokyo, il me semble. Victoire 15-42. On avait 7 joueurs de l'UBB sur le pré. Jefferson Poirot titulaire à gauche, Maxime Lamotte au talon, Marco Gazzotti en 7, Lucu à la mêlée, Yoram Moefana en 12, Mathieu Jalibert en 15 et Sipili Falata remplaçant à droite. On a eu pas mal d'essais marqués par les Bordelais puisque 5 des 6 ou 7 essais français ont été marqués par des joueurs de l'UBB. Maxime Lamotte doublé, Mathieu Jalibert doublé et Maxime Lucu aussi y allait de son petit essai. Qu'est-ce que tu as pensé des prestations de nos Bordelais? Bon, déjà, globalement, c'était un match plutôt agréable à voir, même s'il y a eu pas mal de fautes de main, etc. Mais bon, faut féliciter les joueurs parce que je pense que ce tournée a été assez éprouvante. Et après repartir en fait, alors ils étaient dans l'hiver entre l'Australie, Nouvelle-Zélande, et puis après repartir dans la chaleur de Tokyo, qui est en plus la chaleur japonaise, c'est vraiment pas la chaleur la plus agréable parce qu'il y a beaucoup d'humidité, donc ça fait tomber les ballons. Donc ouais, ils ont été assez courageux parce qu'à chaque fois t'as une semaine d'adaptation, donc jamais trop évident, sachant en plus les saisons de top 14 qu'on se tape pour la plupart. Donc vraiment chapeau à toute l'équipe de France et on leur souhaite quand même de bonnes vacances. Parce que vraiment c'est une saison compliquée. Bah après qu'est-ce que les Bordelais, ce que j'ai pensé, très bien. Pour le coup, tous ont fait un gros match. J'ai l'impression de me répéter, mais je vais le redire. Il y a des mecs qui ont marqué beaucoup de points. Je pense que Jeff Poirot, par exemple, re-rentre en compétition pour ce poste de pilier gauche et notamment derrière JB Gros, parce qu'il a été encore une fois extrêmement propre. Il a fait pas de pénalité, ou je crois qu'il a été il s'est fait prendre une pénalité sur sa première mêlée, mais bon, je vois plus une interprétation parce que pour moi le droitier japonais lâche complètement la lésion,
plus que Jeff tourne autour de lui. Mais voilà, il fait encore un gros match. Au plaquage, il a fait énormément de plaquage offensif. Il a été présent. On l'a un peu moins vu en attaque, mais c'est le cas des gauchers en équipe de France, alors, à part JB Gros qui arrive à être très très fort proche des lignes. Vraiment, lui, il a. Donc j'ai hâte de le revoir pour novembre parce que je pense il va continuer à être appelé. Parce que pour moi, c'est un des joueurs qui a marqué le plus de points. Et aussi, il y a Max Lamotte, parce que je vais rester en première ligne, mais Max Lamotte qui me fait son doublé. Il s'inscrit comme un joueur extrêmement fiable, que ce soit sur les lancers, dans le jeu courant. Là, il s'est un peu plus lâché que sur les matchs précédents, je trouve. Avec, il marque son essai. Alors, il y a cet essai où il accompagne un porté, donc là, c'est plutôt collectif. Mais après, il y a ce petit pick and go dynamique où il a été extrêmement intéressant. C'est lui aussi sur l'essai de Max Lucu, c'est lui qui nous fait avancer. Et après, Max repart dans l'axe du ruck. Donc ouais, il a fait un gros match. Toujours pareil en touche, il a été extrêmement propre. Ça marche super bien avec Virag. Donc voilà, il s'inscrit comme ce numéro 3 ou numéro 2 suivant les formes des deux titulaires. Donc c'est pareil, lui ça fait il engrange des points pour l'objectif de tous ces joueurs qui est 2027. Donc ça c'est quand même hyper intéressant pour lui et pour les deux si je montre si je parle aussi de Jeff Poirot quoi. Ouais, clairement, c'est très positif. Bah, après, quand même, pour beaucoup de joueurs de l'UBB, la majorité marque quand même des points. Si on doit se dire ceux qui perdent des points, c'est peut-être Damien, vu qu'il s'est blessé et Ouais. qu'il n'a pas pu en fait en marquer. Mais derrière, il n'y en a aucun sur ces matchs-là qui, je pense, a détonné, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment Damien, lui, c'est le fait de cette blessure et donc du coup, t'as des mecs qui ont un peu plus brillé. Cédric Grandier a fait un très bon match en Australie et voilà, t'as toujours Atis Ogbe qui est vraiment bien dans son système. Donc voilà, c'est vrai que effectivement, lui, en tout cas, il en a pas marqué Damien avec sa blessure. C'est comme Nico. Forcément, quand tu joues pas et que t'as d'autres joueurs comme Broboiré qui brillent, bah forcément, tu vois, est-ce que sur la prochaine compo, on va repartir sur un Yoram Broboiré ou est-ce que Nico va être réintégré sur ces matchs? Bon voilà. C'est toujours pareil. De toute façon, quand tu joues pas, forcément, tu peux pas gagner de points. Tu peux en perdre si tu joues, mais généralement, voilà, quand tu joues pas, tu peux pas en gagner. Donc, sauf si le titulaire qui est à ta place a été cataclysmique, ce qui peut arriver, ce qui peut arriver, mais là, ça n'a pas été forcément le cas. Mais effectivement, t'as raison, Max Lucu, pareil, bah, tu vois toujours qu'il est extrêmement important et que lui, par contre, c'est vraiment le numéro 2 et parfois même sur les formes du moment, tu peux même penser que sur une saison où, par exemple, un Dupont est moins en forme comme cette année, il peut clairement être le titulaire. Il a fait vraiment une tournée qui était extrêmement intéressante. J'ai oublié aussi devant Gazzotti aussi qui marque énormément de points. Parce que lui, on n'en parle pas, mais il a gardé une constance en fait dans ses matchs. Parce qu'il il vient d'enchaîner quand même 4 matchs internationaux de 80 minutes avec à chaque fois des voyages entre-temps, entre Angleterre A, ensuite Nouvelle-Zélande, ensuite Australie. En fait, il a fait à chaque fois 80 minutes. La seule fois où il a fait 71 minutes, c'est contre le Japon, c'est parce qu'il a pris un carton jaune. Donc c'est-à-dire qu'il s'est tapé 4 matchs de niveau international contre des grosses équipes, notamment la Nouvelle-Zélande qui est probablement le numéro 2 ou numéro 2 officiel. Peut-être moi je le classerais plutôt numéro 3 parce que je pense qu'on est un peu plus haut que notre classement veut bien le dire, mais il a enchaîné quand même 4 matchs de 80 minutes et il a toujours été présent dans le combat. Alors là il est encore un des meilleurs plaqueurs, c'est ce qu'il avait fait en Australie. Vraiment, lui, il s'inscrit pareil, comme des joueurs fiables sur qui tu peux compter et forcément les mecs qui étaient blessés, je pense notamment à Jelonche, bah, il va falloir qu'ils fassent un peu plus pour récupérer cette place parce que des mecs comme Gazzotti qui sont en plus extrêmement jeunes et tu sais qu'ils peuvent que évoluer, que ce soit physiquement dans le jeu, dans la compréhension du jeu. Attention, voilà, il y a des places à prendre. C'est comme Nouchi qui a fait plutôt une très bonne tournée. Voilà, il y a des jeunes qui commencent à pousser, ces jeunes U20 qu'on avait vu briller en Coupe du Monde. Là, ils commencent vraiment à pousser et ils vont peut-être titiller certaines places, notamment que ce soit titulaire ou dans les 23. Donc c'est extrêmement intéressant cette concurrence qui est saine. Et un qui marque des points aussi, tu l'as mentionné, Sipili Falater. Ouais, bah lui c'est pareil. De toute façon, voilà, c'est toujours pareil.
Son tournoi de destination 2026 c'était une grosse anomalie parce qu'il n'était pas en forme, parce qu'il s'est blessé. Pas 2026. Bah, si celui-là, cette année où justement il revient de sa blessure à l'épaule de mémoire. Et enfin tout juste en tout cas. De mémoire, il fait le premier match contre l'Irlande. Après, il a eu un petit pet et après il réattaque le match contre l'Écosse, je crois, où c'est là où il passe à côté. Mais il revenait tout juste de ça, enfin tout juste. Il revenait de sa luxation de 3 mois de mémoire. Et on l'a récupéré en décembre. Falatea? Ah non, j'ai compris Moefana. Pardon. Y a pas de souci. C'est les vacances, c'est la chaleur. Son oncle, du coup. Oui, bah ok. Non, mais c'est bon. Non, mais j'ai absolument rien dit sur. Parce que j'ai là, mais en fait, ça fait plus de 1000 jours qu'il a pas été sélectionné Falatea, donc il y a un bug. Putain, j'ai entendu Moefana, tu vois. J'étais sur lui. Mais c'est parce que tu l'aimes trop, Yoram. C'est pour ça. Donc Ouais. on en parlera après. Mais Falatea effectivement. Mais surtout qu'en plus, alors lui, il y a un déficit chronique à son poste. Donc c'est vrai qu'on a 2 joueurs qui sortent un peu du lot, je pense, qui sont Montagne, qui est un pilier assez jeune, qui pareil va évoluer, et Tatafou s'il arrive à enchaîner. Mais clairement, je pense que si Pili a vraiment une chance d'intégrer ce groupe France et la Coupe du Monde 2027. Mais en fait, tout va dépendre de lui. S'il arrive à, alors après c'est compliqué de dire ça, mais s'il arrive pas à pas se blesser, je pense qu'il y sera parce que c'est pareil, ça fait partie de ces joueurs qui sont acclimatés au haut niveau, qui arrivent à répéter les tâches, qui savent circuler dans une défense, qui plaquent, et en plus quand il est en forme et quand il enchaîne, c'est un joueur qui tient en mêlée. Alors c'est rare qu'il enfonce des mecs, même si c'est déjà arrivé, mais par contre il va pas se faire pénaliser. Donc ça c'est extrêmement intéressant et il a montré qu'il avait une résistance sur des grosses mêlées. Je me souviens de ce match où c'était à Marseille, donc ça commence à remonter un peu, hein, c'était avant la Coupe du Monde 2023, donc à Marseille contre l'Afrique du Sud où c'est là où Dupont se fait expulser parce qu'il charge en l'air Colby, je crois. Et il a tenu des mêlées merveilleusement bien. En plus, il s'offre aussi un essai sur ce match. Donc, il a montré quand il pouvait enchaîner, il avait des garanties au très haut niveau. Et donc voilà, tout va dépendre de s'il arrive à faire une saison complète. J'ai pas de doute qu'il intégrera ce 15 de France. Le match contre l'Afrique du Sud, c'est 2022. Ok. C'est l'année d'avant, c'est la tournée d'automne. Après, il fait tous les 6 nations, 2023, Ouais. en remplaçant. Et après, il fait seulement le match contre l'Uruguay. Et non, il a aussi le match contre l'Écosse en préparation de la Coupe du Monde. Ok. Mais effectivement, il marque son essai. Putain, si tu remontes loin à 4 ans, match de. Ouais. Il y a 4 ans de Sipili où il marque son essai, effectivement, contre l'Afrique du Sud. Il marque pas énormément d'essais, hein, Sipili. Hein. Non, effectivement, mais celui-là, il est important parce que je pense qu'en plus, c'est ce qui nous permet de basculer un peu devant. Donc, c'était un match, c'était peut-être son match référence, de toute façon, que ce soit au niveau international ou même en club. Donc, mais voilà, on sait qu'il peut le faire et c'est ça en fait le plus important. Mais par contre, il faut qu'il arrive à enchaîner. C'est pas un joueur comme en même temps, c'est rare, hein, les joueurs qui sont pétés 80% du temps et en une semaine, ils reviennent des joueurs de classe internationale. Chez nous, on a Coleman qui arrive à faire ça. Je sais pas comment il fait d'ailleurs, même avec son âge. Mais voilà, et c'est extrêmement rare. Hein. Tu vois, même des mecs comme Big Ben et tout n'y arrivent pas. Il faut quand même qu'il y ait un peu de temps pour revenir à un haut niveau. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a Coleman qui est comme ça. C'est vrai que Big Ben, cette saison, par exemple, quand il est revenu, il a mis un peu de temps, ça n'a pas été direct le Big Ben qu'on a vu en deuxième partie de saison, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu sais ouais, exactement. Mettre un peu de temps. Qu'est-ce qui nous manque du coup côté bordelais? Bah tu vois, on va parler de Maxime Lucu. Il y a besoin d'en parler ou pas? Bah c'est le numéro 2, voilà. Lui, et comme je l'ai dit, hein, Safeté, lui. quoi. Ouais. Bah, On sait ce qu'il va faire. Il se plante rarement. On sait le niveau qu'il a. Enfin, nous on le sait encore plus en le suivant à l'UBB, mais il décevra pas. Si t'as besoin d'un neuf derrière Antoine Dupont, alors certains voudront qu'il challenge Antoine Dupont même, mais c'est vrai que quand Dupont là on l'a vu à 100%, et je pense que même dans la tête du sélectionneur, il est installé jusqu'à la Coupe du Monde. Il n'y a pas tellement de débat à avoir.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure en introduction, c'est que si effectivement, si on a un Dupont qui est un peu en deçà, voilà, il pourra prendre la place de numéro un ponctuellement et il sera performant. Mais effectivement, si Antoine est à 100%, je pense qu'il y a pas trop de débat et en plus ça te fait un mec sur le banc qui est quand même extrêmement performant, que ce soit pour gérer une fin de match, si jamais aussi il y a une blessure ou un carton, il peut rentrer et être très performant. Voilà, il a un jeu d'occupation qui est monstrueux. Il a plutôt bien buté, donc ça c'est sur les matchs qu'il a réalisé, que ce soit Australie, etc. Donc ça aussi c'est intéressant. Et la chose aussi où il arrive à bien évoluer, c'est sur le fait de porter un peu plus le ballon et notamment de sentir les coups au bord des rucks, chose qu'il ne faisait pas il y a, je dirais, 2-3 ans. Et là il se force à le faire et il le fait plutôt bien maintenant. Il arrive bien à sentir ces coups-là. Ouais, mais ça se traduit par un nombre d'essais qui a augmenté, hein, la saison dernière. C'est pas étonnant. Ouais, j'ai souvenir qu'il marquait un peu plus d'essais. Tu vois, il est à 8 essais contre seulement 8 aussi la saison d'avant. Donc c'est peut-être une impression, mais 4 essais la saison précédente. Donc 23-24, il est seulement à 4 essais sur 27 matchs, sur 35 matchs pardon, disputés, vu que c'est l'année Coupe du Monde. La saison suivante, c'est 8 essais sur 32 matchs et cette saison, c'est 8 essais sur seulement 25. C'est aussi pour ça le ratio est plus important, le nombre d'essais par match cette saison. Mais effectivement, il va un peu plus chercher les bords de ruck. Je pense que c'est aussi des consignes qu'il a eues et un axe de progression qu'il avait. Ouais, ben forcément. En plus, ça amène. En fait, c'est pour amener de l'incertitude. Parce que si t'as un neuf qui fait qu'éjecter, ben forcément, tu vas dire, eh ben les gars, on monte très fort sur le 10. Surtout en plus quand t'as un 10, quand c'est à l'UBB, c'est Mathieu Jalibert et tu sais que c'est l'accélérateur de particules de l'UBB. Donc forcément, tu dis bon, mais en zone 1 ou 0, on s'en fiche un peu. Vous me montez en pointe fort sur le 10 parce que c'est là qu'il va y avoir le danger. Et effectivement, quand Max garde le ballon, ça marche très très souvent parce que ça surprend énormément les défenseurs. Donc ça, il arrive de mieux en mieux à le faire et il arrive aussi à mieux se placer, ce que fait merveilleusement bien Antoine Dupont quand il avait le surnom de ministre de l'Intérieur. Il suit de mieux en mieux les courses. Voilà. Donc c'est un travail qu'il a dû faire et je pense qu'il se force. Enfin, il se force. C'est pas non plus une torture, hein, mais il s'est fait peut-être un peu violence pour faire augmenter ses nombres de courses et donc c'est extrêmement intéressant. Bon, c'est un joueur. De toute façon, tu sens un peu dans l'esprit du mec que c'est un énorme bosseur. Donc quand tu vois son évolution au pied gauche, dans ses coups de pied, dans son leadership, dans tout quoi. Donc tu sens qu'il bosse. Leader par l'exemple. On va parler du coup de son compère à la charnière à l'UBB, Mathieu Jalibert, qui a encore une fois été très bon en 15. J'ai mentionné le doublé, mais au-delà de ça, dans le jeu, c'est quand même super satisfaisant. Ouais, il loupe un coup de pied où je pense là tout le monde il y a une mauvaise montée défensive. Je sais pas si c'est lui qui doit monter, Ntamak doit couvrir en 15 ou si il y en a un autre qui doit monter intérieur. Enfin, sur l'essai japonais. Ouais, c'est ça. Il y a une petite boulette sur cette montée, mais après ça, il est trop fort quoi. Il sait tout faire. Donc il sait il sait maintenant amener de la vitesse, donc ça il a toujours su faire avec ses pattes, mais il est aussi ultra costaud maintenant en home à home, c'est-à-dire qu'il peut aller charger des mecs physiquement pour les faire tomber, toujours aussi fort au pied. Bon, franchement il est intouchable en ce moment, que ce soit en 10 ou en 15. Moi je le préfère en 10, mais c'est vrai que en 15 avec Ntamak c'est quand même une association qui est super sympa quoi. Ils arrivent bien à alterner les deux, ces deux joueurs de ballon. Ça amène du danger systématiquement parce qu'en fait t'as toujours ton indice qui est dispo. Donc la circulation elle est toujours fluide. Donc ouais, cette organisation en équipe de France c'est hyper sympa. Après ils lui ont posé la question savoir ce qu'il allait faire en club. Bon, je pense que on va pas s'amuser à foutre Reus 10 et Jalibert 15, ce serait complètement con. Non, mais tu vois quand on a eu un peu de Reus en 15 là sur cette fin de saison. Mais du coup, ça alterne. Jalip se retrouve en situation de 15 et Russ en 10. Et ça, c'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir avoir deux créateurs sur ces postes-là à des moments précis de certains matchs. Même si on imagine qu'il y aura du Buros principalement ou du Rayassi. Mais sur certains matchs en deuxième mi-temps, quand il faut essayer de trouver des solutions, ça peut être des solutions. Ouais, ou en tout cas une solution sur le banc, à minima pour lui, quoi.
Parce qu'aussi, il a cette capacité, ouais, ça a été un très bon buteur. Mais bon, je préfère quand même, comme tu l'as dit, Buros qui mine de rien a quand même cette force et il a l'habitude de jouer comme un deuxième 10 avec nous et de s'intercaler. La seule différence avec l'équipe de France, c'est que c'est dans la couverture du terrain. Où en fait, Buros va plus protéger nos ailiers et c'est plus lui qui va aller chercher les duels aériens parce qu'il est plutôt dominant. Contrairement à quand on fait jouer Rayassi où il protège un peu moins les ailiers, mais c'est aussi un excellent joueur parce qu'il a cette capacité physique à nous mettre dans l'avancée en position que ce soit de 13 ou de 15. Donc, mais ouais, en tout cas, il y aura des solutions mais bon, que Mathieu en position de 10 ou en position de 15, c'est vrai que il est extraordinaire en ce moment, il marche sur l'eau. Lui, c'est pareil, il faut du repos. Hop, on sait que c'est un joueur qui a connu pas mal de blessures, donc il a quand même eu des semaines là d'entraînement avec l'équipe de France où il s'est pas entraîné. Donc bon, c'est bien qu'il fasse ces petites semaines de repos là pour qu'il puisse réattaquer fort avec nous. Ouais, je l'ai laissé dans les actus, mais en gros, ce sera 4 semaines de vacances à partir du coup du 18 juillet, date du match. Les internationaux, qu'ils soient français ou étrangers, et même les U20 il me semble, vont reprendre après le stage en Espagne. Donc le stage en Espagne, ce sera grosso modo du 7 au 15. Ils vont revenir du coup la semaine du 17 août, qui est la semaine du premier match de préparation à La Rochelle. Donc ça va arriver très très vite après. Il y aura 2 semaines de prépa et ce sera directement le top 14. Ça fera peut-être un peu juste, mais ils ont besoin de ces 4 semaines de toute façon. Ouais, alors au début, moi je croyais que c'était 3 semaines, mais tu vois, mais effectivement. C'est une info Sud-Ouest d'ailleurs. Ouais, mais si on arrive à leur donner 4 semaines, c'est bien pour eux, parce que pour le coup, ils ont eu. En fait, c'est rare qu'ils aient autant, quoi. Donc, et qu'on en profite. Après, ouais. Ce qui va se passer, c'est que forcément, ils vont finir la prépa en jouant, quoi. Bah c'est ça. Mais ça bon, va être ça. Hein. Ça leur évitera de se prendre des ballons à l'échauffement. C'était où à Montauban sur le doigt, ouais, c'est ça, Angoulême, exactement. Je sais plus. C'était un des deux, mais et effectivement, ouais. Et de se péter le doigt, le truc qui arrive jamais, quoi. Ou l'épaule, comme Yoram. Ou l'épaule. Ouais. Donc c'est bien, ils sont sains et saufs. La plupart, Damien c'est un peu blessé. Les autres vont pouvoir régler un peu leurs pépins, faire du frais. Donc c'est très bien. Il nous manque du coup un joueur dont tu as brièvement parlé. Le neveu du coup de Sipili Falatea, Yoram Moefana. Exactement. Ouais, pareil, il a fait encore c'est un joueur qui a montré sa solidité sur cette tournée, un Super 12 qui est maintenant passé, je pense, de classe mondiale. Donc c'est hyper intéressant. Son dernier tournoi, voilà, c'était une anomalie où il était un peu pété, où ça a été compliqué. Là, on retrouve le. Tu vois, quand tu dis ça à propos de Moefana, ça fait plus de sens qu'à propos de Falatea, forcément. Mais j'entends que tu devais rien comprendre en plus. J'ai bugué, je t'avoue, j'ai eu un petit coup de chaud. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ce con? Mais non, effectivement, ça a plus de sens. Non, mais voilà. En tout cas, il s'inscrit comme le titulaire de l'équipe de France, et ça c'est bien pour lui et bien pour nous parce que forcément, il va pouvoir attaquer la saison en pleine forme et avec le plein de confiance. Donc, on va pouvoir retrouver un peu et même des porteurs. Tu vois, il va pouvoir se reposer. On va pouvoir réattaquer avec notre paire de centre international. Quoi. Là, ça va faire. Le porteur, il a moins besoin de repos là, pour le coup. D'ailleurs, je sais pas s'il va pas reprendre un peu avant lui. Je sais pas. Ah, c'est possible, hein. Parce que il a besoin de faire du. Mais c'est pas impossible qu'individuellement, tu vois, même si les mecs sont en stage en Espagne, est-ce que tu vois lui va pas être au CEVA Campus? D'ailleurs, je pense qu'il y en a, à mon avis, certains qui vont revenir, tu vois, ponctuellement avec certains préparateurs, parce qu'ils arrêtent jamais en fait. Quand t'es pro, t'arrêtes jamais. Tu peux pas te dire pendant 4 semaines, je fais rien quoi, je mange. Si, quand t'appelles Big Ben, et encore même pas, Big Ben il mange. Il fait du watt bike tous les jours. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, il se dit, voilà, j'ai bouffé 1000 calories. Je peux prendre 1000 calories en bière et en jambon. Il faut que je perde 1000 calories en courant ou Effectivement, c'est un peu comme ça qu'il réfléchit Big Ben, j'ai l'impression. Ah bah, clairement. Voilà pour les internationaux. On a hâte de les retrouver au CEVA Campus et de voir des petites vidéos et des petites images de ces joueurs-là. En attendant, on peut les suivre dans leur périple respectif en vacances sur les réseaux sociaux. Je te propose qu'on passe maintenant au U20 qui avait leur finale de Coupe du Monde à jouer. C'est quand même
pas rien pour une carrière aussi jeune. Et c'est évidemment une opportunité que tu as 2 fois maximum dans ta vie. Donc il fallait essayer de la saisir. Et malheureusement, ce n'est pas tombé du côté de nos petits Français puisqu'ils ont été défaits par les Springboks 16-15. Match assez fermé. Ils auraient pu le faire. Il y a eu des moments où on y a cru, des essais refusés notamment. Mais pour Elijah Ipsayen qui était en 8, Adrien Drot en 13, Bobby Bissu, Valentin Hutto et Hugo Avogadro qui étaient tous les 3 sur le banc, ça passera pas. Mais qu'est-ce que tu as pensé de leur match? Bon, déjà, c'était un match... Bon, la meilleure équipe a gagné. L'équipe la plus complète du tournoi a gagné. Je trouve que c'est Sudaf U20. De toute façon, depuis... ça fait faire, c'est la deuxième fois de la file qui gagne, mais même l'année d'avant, ils avaient été assez performants. Donc voilà, il y a des générations Sudaf qui s'enchaînent et bon, c'est pas une si bonne nouvelle pour nous, forcément pour les grands, parce que c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir alimenter cette équipe première. Mais voilà, c'est la meilleure équipe qui a gagné, la plus complète. Nous, collectivement, on a eu trop de défauts. On a eu une faillite en touche, on s'est fait démonter en mêlée. Je trouve que la charnière n'a pas bien conduit le jeu. Ils ont été un peu en difficulté, mais c'est une génération, je trouve, très solidaire et très courageuse parce qu'ils ont été comme des morts de faim. Physiquement, je pense qu'ils ont énormément travaillé parce que t'as pas l'impression qu'ils ont été impactés par ce tournoi qui est extrêmement dense, contrairement aux Sud-Africains qui tiraient un peu la langue. Et on a réussi un peu à leur mettre le doute, mais malheureusement, on n'a pas été assez précis sur certains moments clés. Je pense notamment à cet essai de Bonnard Martin où Kele Taona se fout dans la ligne. En plus, il y a rien, tu vois, ça sert à rien. Il y a pas grand chose, mais ça sert à rien. Il y a faute, alors que jamais le 15 qui faisait 75 kilos aurait pu arrêter Bonnard Martin qui doit faire 110 kilos, tu vois, à 5 mecs de la ligne. Donc voilà, il y a des petits détails comme ça qui font que on n'a pas réussi à transformer. Après côté bordelais. Alors Elijah, je l'ai beaucoup aimé, contrairement à ses matchs précédents, notamment sa demi-finale contre le New-Zealand où je l'ai trouvé un peu en deçà. Là, il a été très performant, notamment sur les peu de ballons qu'il a portés, il nous a mis dans l'avancée. Voilà. Après, tu sens pour lui c'est dur parce que c'est pareil, hein, ça fait quasiment 3 saisons où je sais même pas s'il a fait 10 matchs en 3 saisons, tu vois. Il a pu jouer avec l'équipe de France qu'avec l'UBB à mon avis, que ce soit espoir et alors avec les pros il a fait qu'un match, mais donc voilà. Donc là je pense que c'est bien lui aussi c'est bien qu'il ait ces 3 semaines, un mois de repos et qu'il refasse une prépa complète pour se remettre d'équerre. Mais en tout cas il a fait un match qui était très très solide. Je l'ai beaucoup aimé dans comment il a porté le ballon. Adrien Drot j'ai beaucoup aimé. Joueur qui a été parfois un peu discret, mais c'est pareil, lui il était blessé avant, ensuite il est arrivé en cours de route, donc il faut se réadapter au système, etc. Et même physiquement, parce que c'est-à-dire que t'as pas fait la préparation, tu t'étais un peu en vacances, mi-vacances, tu restes un peu sur le qui-vive parce que tu peux être appelé, mais il a fait une très bonne finale, c'est-à-dire qu'il a été extrêmement solide en défense et il a aussi pu faire quelques percées, sachant qu'en plus avec la paire de centres sud-africaine. Il m'est laissé contre les Blacks. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il fait une belle Coupe du Monde et contre ces Sudaf, on avait vraiment très très peur de ce centre du terrain parce que t'as deux grosses machines là, Ethan Adams là, le solide 12 et le capitaine aussi Muller qui sont extrêmement forts, extrêmement denses et malheureusement pour la prochaine génération de l'équipe de France, et c'est encore dès 2007 je crois. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va les revoir l'année prochaine en Coupe du Monde U20 s'ils sont encore sélectionnés. Donc c'est-à-dire que c'est des mecs qui étaient des premières années alors qu'ils étaient déjà ultra dominants. Mais bon, Adrien a fait un match extrêmement solide. Donc voilà, on n'a pas pris le feu. Gros, c'est en 2006. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ouais. lui, c'est terminé en fait. Et alors que les Muller-Adams sont nés 2007. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va encore les revoir l'année prochaine alors qu'ils ont cassé. Une très bonne nouvelle. Ils ont cassé la gueule à tout le monde alors que c'était des premières années. Voilà. Donc on va fortement encourager, si on aura Favreau, nous, peut-être au centre l'année prochaine. Bah oui, Louis Favreau. Et avec Jules Saïd. Ouais. Bon, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, ouais. Non, c'est très très costaud. On se tapait des 2007, du coup, ouais. Très solide. Ouais. Ah, c'est en plus, ouais, non, mais c'est très bien. Très bien pour eux.
Et du coup, il y a eu aussi du Bobby qui est rentré à la 55e, Ouais, Valentin Hutto à la 72e bah et Uto, Hugo Avogadro à la 53e. ouais, Uto qui rentre assez tardivement. Pareil, je comprends pas trop les coachings, surtout quand t'as la charnière qui est un peu en difficulté. Mais bon, lui c'est pareil, c'est des joueurs qui sont dans l'apprentissage, donc forcément ils ont une place un peu comme des premières années. Donc c'est-à-dire qu'on les reverra plus l'année prochaine. Je pense aussi il y avait le troisième ligne du Loup que j'ai oublié son nom, mais qui avait joué que contre l'Espagne, qui pareil un première année, je crois qu'il est même surclassé, qui jouera que l'année prochaine. Donc ouais, ils ont un peu une place, tu vois, d'observateur entre guillemets, mais Valentin, je l'aurais fait un peu, peut-être rentrer un peu plus tôt. Bobby fait encore une grosse rentrée physiquement, il est quand même assez monstrueux. Il manque parfois un peu de continuité, notamment dans les. Juste le troisième ligne, c'est Lilian Barré, non? Ouais, c'est ça exactement. J'avais oublié son nom barré, mais qui, je crois, lui, il est même je crois que c'est même un 2008. Mais alors, peut-être que je me trompe, hein, mais je crois qu'il est même surclassé par rapport à, je crois que c'est, ouais, si, ça doit être un 2008, oui, à mon avis. Donc c'est dire que lui, il a encore 3 ans du vin. Enfin, 2 ans du coup. Rien que ça. Je suis en train d'essayer de vérifier en même temps, mais j'ai pas le. Non, parce que de mémoire, il avait fait le Nation Series avec Saïd et Favreau Faudrait qu'on ait l'été Clo-Clo dernier. de Twitter, là, elle nous dirait. Mais- Et je crois que c'est ça, ils jouaient avec Favreau et Saïd la Nation Series en Afrique du Sud l'année dernière. Parce que j'ai regardé des vidéos pour notre recrue espoir. C'est. Non, j'allais dire. Non, parce qu'il y a un autre Lilian Barré, du coup, Eh oui. qui lui est un 2006, mais qui, du coup. Non, 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 c'est un Je pense que c'est son. 2006. Attends, t'es sûr que Non, 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 parce que c'est Non, pas le même. Lilian c'est son frère. En fait, ils sont deux barrés. Ah, putain. Non, mais il y a surtout deux Lilian Barré, j'ai l'impression. Il y en a Ah un non, qui c'est pas fait du possible. foot et un qui fait du rugby, donc forcément. C'est bon ça. Bon, Attends, bref, attends. Bon, passons à quelqu'un d'autre, parce qu'en plus, il joue même pas à l'UBB, donc. c'est vrai. Donc Bobby qui a fait une excellente rentrée. Pour le coup, je l'ai trouvé. Bon, c'est pas du tout. Il y a un deuxième Lilian Barré qui est effectivement est 2006, mais qui joue au foot et qui est burkinabé, donc c'est pas lui. C'est bon Voilà. ça. Attends, j'en étais où maintenant? C'est vrai qu'il est pas du tout lui en plus. Ah non. Mais oui, Bobby qui voilà, toujours extrêmement intéressant physiquement. Il me fait une percée. Alors c'est un peu dommage parce qu'il vendange l'action en voulant me faire une chistera. Je sais pas qu'est-ce qu'il a senti de faire ce chistera à ce moment-là, mais à la fin du match, il arrive à me percer la défense sud-africaine, mais comme si c'était du beurre, quoi. Donc il a ce force physique. Il faut qu'il apprenne un peu à gérer la continuité, notamment après percussion, etc. Mais voilà, il va pouvoir progresser en Pro D2, donc ça c'est vraiment la super bonne nouvelle. Moi j'ai hâte de le voir performer dans ce championnat et pouvoir faire des vidéos, plein de vidéos sur lui, donc c'est quelque chose de cool. Et après il y a Avogadro. Alors lui c'est pareil, je comprends pas trop sa gestion. Alors lui pareil, c'est un première année, mais à chaque fois qu'il rentre, il fait des différences. Il est monstrueux offensivement et défensivement, il est très solide. Mais tout depuis l'Espagne, donc où il a été titulaire, après il a fait que démarrer sur le banc, donc ouais, j'ai pas trop compris sa gestion vu son talent. Voilà. Bon après, il est rentré, il a fait ce qu'il devait faire. Bon, même s'il a été pas trop servi, parce qu'on a été, faut voir que ce match, on a quand même été, on a eu aucune rampe de lancement, parce qu'en fait, en touche, on les perdait et en mêlant, on se faisait casser la gueule. Donc forcément, on n'a pas eu de lancement de jeu propre. C'était vraiment beaucoup de la contre-attaque. Parfois, on arrivait à récupérer une pénalité, donc on partait un peu en pénal touche et par miracle, on arrivait à l'attraper. Mais voilà, ça a été, il y a rarement eu un lancement de jeu hyper construit, quoi. En tout cas, ça a été très compliqué. On a fait le tour des Bordelais, du coup. Ouais. Donc bon, bah, on leur souhaite de bonnes vacances. Ils ont au moins eu le plaisir de découvrir la Géorgie, puisque le championnat du monde U20 était là-bas. J'imagine que c'est quand même une expérience qui est assez Ouais. cool, passer la déception de cette finale. En tout cas, ils auront pu se montrer tous. Donc Ouais. ça, Et puis, c'est déjà bien. ça fait une belle année U20, hein, parce qu'ils font un grand chelem. Et là, ils font une finale en Coupe du Monde, donc ça fait.
c'est une génération où t'as l'impression que t'avais pas de super cadors entre guillemets ou de super mecs qui sortaient du lot. Bon après on a été un peu gavé par les précédentes générations enfin où il y avait des machines qui sortaient clairement du lot, mais là c'est vrai qu'il y a un collectif qui était extrêmement intéressant et c'est des mecs qui étaient ultra courageux, donc c'était une belle équipe, voilà, qui a fait de super résultats, donc on a hâte de les voir un peu dans les équipes de top 14 et tout, parce qu'il y en a certains on va voir un peu leur tête, hein, je pense, hein, Ouais. ça va arriver assez vite, hein. Ouais, complètement. Et côté UBB, l'an prochain, on aura toujours du Valentin Hutto, 2007, du Ouais, Avogadro, ouais, pourquoi pas du Delpuch aussi, qui est un 2007 qui vient d'arriver, du exactement, Atuma aussi, qui était avec ouais. les espoirs cette année, qui est un 2007, et potentiellement certains 2008. Après, voilà, tu as mentionné du Louis Favreau, du Jules Saïd, du Prince Après, aussi, mais il y a encore un petit peu de chemin. ouais, c'est ça. Mais bon, après, Favreau, je pense qu'on pourra le voir. Jules, ça va dépendre aussi de s'il est pété ou pas. Et il y avait aussi du Argenton qui était dans les équipes de France jeunes, le troisième ligne, mais là qui est blessé. Lui, il est en Euh, 2007, lui. ouais, ouais. Donc tu vois, qui peut commencer à montrer un peu le bout de son nez. Bon, là, il y a, il y a quand même du beau monde. Donc on va voir ça, hein. De toute façon, ça va arriver en 2027. Alors si ils ont peut-être un match en novembre où ils font une rencontre amicale un peu avec contre l'Afrique du Sud. Et généralement, c'est là où tu vois les premiers U20. Il y avait Bobby Bissu qui avait joué ce match, par exemple. Donc on verra si certains de nos joueurs sont appelés. Il y a aussi Pargard, hein, qui est encore 2007 de mémoire. Peut-être plus. Ah Non, plus. Ruben Ah merde. 2006, Ouais. génération Ipsayen, Bonne, euh, Ngambous, non, pas Ngambous 2005, Bissu, Bonne, Ipsayen, Ali Faleti, Ok. Joseph Larag, Dro, Pargad, Ok. Zapedowski, tout ça c'est du 2006. Ok. Bon. Et 2008, il y avait aussi du Jules Freinet au Oui, talon, exactement le talon. Ouais. Ouais, 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 effectivement. qu'on a vu l'an dernier avec les U18. Donc bon, on verra. Il y a aussi les U20 de développement, France U20 de développement. Je me rappelle que Valentin avait été Ouais. convoqué avec eux en début d'année. Donc il y a de quoi les suivre à ces petits cracks Clairement. avec les espoirs et avec l'équipe de France U20, U20 développement, U18. Donc c'est toujours chouette à suivre. D'ailleurs, en parlant de Gabriel Bonne, il est avec lui France 7. Donc il y a encore une étape. Alors, j'ai un peu de mal à suivre toutes les étapes, mais en tout cas, il est toujours avec France 7. J'ai vu en story qu'il avait été appelé dans le groupe. Donc ça, c'est très cool. Concernant les Bordelais, il y avait aussi des internationaux étrangers, avec notamment le Carlou, Ouais. qui était titulaire à droite contre le Pays de Galles. Pays de Galles. Ouais, exactement, le Pays de Galles. Donc c'était alors c'est pour lui, je pense que c'est la meilleure première sélection qui aurait pu arriver parce que j'ai regardé le match. Je sais ce que tu vas dire. Parce qu'il y avait que des mêlées. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que le match était horrible en termes de jeu parce qu'en fait, il y avait des en avant tout le temps. Donc c'est-à-dire que Carlos Sadi s'est tapé une dizaine de mêlées pour sa première sélection. En fait, t'es heureux pour lui parce que tu sais que voilà, t'arrives dans un nouvel effectif, si ça fait que jouer, alors que tu sais que c'est vraiment un pilier qui est fort sur les basiques et forcément, bah, tu lui demandes de développer un jeu où il faut beaucoup courir, enchaîner les temps de jeu, etc. C'est pas son fort. Mais là, que des mêlées. Donc il était tranquille pour commencer sa première sélection. Il a démonté Riscaré, donc qui était le pilier du Pays de Galles, qui était un peu le pilier qui avait, mais d'ailleurs qui était dans l'équipe type du Tour de destination 2026 parce que il avait marqué un peu les esprits, notamment son essai contre l'Irlande, pardon, où il fait cette chevauchée fantastique là. Et c'est un joueur qui marque beaucoup, un joueur des Saracens et qui est solide en mêlée. Mais le pack sud-africain était clairement au-dessus et ils ont déboîté le Pays de Galles dans ce secteur-là et ça donnait de belles images qui sont rares quand même de voir des piliers gauche se faire ouvrir comme ça. Donc moi j'ai pu faire une vidéo de 1 minute 20 je crois sur que des mêlées. Ouais. Si vous êtes passionné de mêlée, allez voir sur le compte Twitter de Yann Tuisova UBB. T'as fait qui d'autre? T'as fait Carlou? T'as fait d'autres joueurs aussi, non? Non, alors, comme étranger, j'ai fait que lui, et après j'ai fait Yoram, pas Yoram, Jalibert, Mathieu. J'ai fait aussi Jeff Poirot et Max Lamotte.
Voilà, donc allez voir sur le compte Twitter de Yann. Après, au-delà de ça, sur le match de Carlo, pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est qu'il marque quand même plutôt lui aussi des points pour potentiellement des convocations en septembre et que ça nous arrange pas forcément. Ouais, c'est ça. Là, on sait officiellement qu'on va le retrouver en décembre, quoi. Ah ouais, là tu penses? Ouais, bah en tout cas, ils ont annoncé l'équipe. Ah, ils ont Alors, annoncé là le mais groupe. c'est pas encore pour le, tu sais, parce que ils ont leur truc là. Où, en fait, ils ont Ouais, mais il s'arrête jamais quoi. le rugby championship, ou je sais pas comment ça s'appelle, le rugby du Sud, où ils font quelques matchs. Donc là, ils ont annoncé la sélection. Il fait parmi les 4 droitiers. Donc déjà, c'est-à-dire on l'a pas juillet-août. Et après, ils font leur série d'affrontements contre les Blacks. Et là, je sais pas si il sera encore appelé ou pas. Affaire à suivre, mais ça, ouais, effectivement, ça sent pas très bon et ouais, non. J'allais dire, il faut qu'il y ait une blessure, mais en fait, Non. non, parce que ça marche pas pour nous non plus. Donc bon, bah, ça laisse Non, mais c'est bien. sûrement fin 2026 du coup. C'est bien pour lui, hein, parce que voilà, il revient un peu de loin. Il s'inscrit comme un des meilleurs piliers droits du monde, du moins en mêlée déjà. C'est vraiment un cadre dans ce secteur-là. Donc voilà, bon, mais ça lui fait une expérience aussi pour lui, pour nous. Voilà, tant qu'il soit, voilà, il faut juste pas qu'il se fasse péter comme Jean-Luc, quoi. Où ça a été compliqué, mais après c'est une Sachant super que expérience. Jean-Luc, quand il s'était pété avec les Springboks, c'était le genou. Hein. C'était pas Ouais. encore les commotions à répétition qu'il avait déjà avant en fait. Ah si, je croyais que qu'il avait chopé 2 commotions pendant cette tournée. Moi, il me semblait que c'était le genou. C'est pour ça qu'il avait écourté Ouais, sa ça oui. convocation. Mais Mais je il avait croyais en qu'il avait. plus des commotions sur la. Oh, bon, tu vois. Je crois que c'est ça, ouais. Je crois qu'il avait chopé des commotions Hmm. d'entraînement. Et après, il s'était Ouais. pété les genoux. Ça te dit la gueule des entraînements quand même. Ouais, putain, le truc, c'est les batailles. C'était Dernier malade. Bordelais qui était en lice ce week-end, mais bon, il a pas tellement pesé sur sa rencontre. C'est Saleh Siriassi qui est rentré avec les Fidji face à l'Écosse, mais c'est assez anecdotique. Ouais, il est rentré même pas 7 minutes, donc 7 ou 8 minutes. Donc c'est effectivement. Ça aurait Voilà, été. bravo Salessi. On a hâte de te retrouver. Tu reviens avec plaisir. Et j'imagine qu'ils ont, enfin que lui en tout cas, a la même date de reprise que les Ouais, internationaux français parce que c'est à peu près le même calendrier. je pense, ouais. En parlant de reprise, on va y venir. Donc il y avait 18 joueurs, tu l'as mentionné tout à l'heure, qui étaient présents au Seva Campus ce mercredi. On a pu voir notamment les recrues avec Ouais, du Willis, du Prakadze, du Duplessis, Moon, Delpuch. Je ne sais pas si on le voit sur trop. j'ai pas vu. Mais du coup, on voit aussi du Afan qui Ouais, revient. Donc, il est bien là, comme nous avait dit le coach. Donc ça fait plaisir de voir ces nouvelles têtes, de voir tous les joueurs tout court qui ont fait un petit bronco ce mercredi. Et on voit aussi les nouvelles dotations, les nouveaux équipements que portent les joueurs. Tu sais ce que je vais dire? C'est pour ça que tu te marres. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ces petites bandes rouges dégradées et ces logos blancs, plus que l'an dernier avec le rose, où j'étais pas ultra fan. Là, je trouve ça très très beau. À voir sur quel maillot ce sera du coup décliné et à quoi ça ressemblera. Mais pourquoi une seule étoile sur le logo? Ça, c'est quand même. ouais, Ils se font chier à gagner des titres et puis derrière on leur laisse une étoile. Après forcément sur le maillot de match il y aura la deuxième étoile vu qu'elle n'est pas sur le logo mais au-dessus du logo. Mais là on ouais. imagine que du coup les dotations ont été commandées, validées avant le titre et qu'ils n'ont pas anticipé qu'on pouvait gagner ce titre. Ou alors ils se sont dit bon, on garde une étoile et puis au pire on mettra comme Big Ben, on mettra la deuxième au feutre quoi. Ouais, et puis ça se trouve, ils ont déjà anticipé la troisième. T'imagines? Non, mais je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu, ouais, ça fait un Et peu. ce qui est bizarre, à la rigueur, sur les maillots d'entraînement, t'en fiches un peu, mais du coup, sur toute la nouvelle gamme Kappa qui est sortie ben là, ce mercredi, il y a une seule étoile. En fait, Ouais, tu te dis, autant pas en mettre finalement, quoi. tu t'en fiches quand c'est sur juste du maillot d'entraînement, mais autant là pour le vendre. Enfin, qui va acheter du coup des maillots avec une seule étoile alors que tu viens gagner la deuxième? Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Ouais, Mm. c'est pas très bien senti, ouais. Ah non. Mais La boulette. bah, du Oh la coup, boulette. enfin, ou la boulette. Kappa. Dernière année de collab, ça risque d'être un peu long s'ils font des fèves comme ça à longueur de saison. Il y avait quand même deux absents au Seva Campus.
Un, on le savait parce que ça a été annoncé par l'équipe. C'est l'entraîneur de la défense, Christophe Le Suc, dont le contrat se termine en 2027, qui devrait quitter le club dès cet été. Apparemment, il y a quand même des tractations et on est proche, très très proche d'un accord pour qu'il soit remercié, tout simplement, avec, on imagine, des compensations financières, etc. Mais en tout cas, 1 an avant la fin de son contrat. Le deuxième absent fait un peu plus grincer des dents, parce qu'il s'agit de Thibaut Giroud, qui est le directeur de la performance, ou qui l'était du moins, et qui est en arrêt maladie depuis plusieurs semaines. Donc ça fait forcément poser des questions sur cet arrêt maladie. On apprenait en juin qu'il songeait fortement à attaquer le club au Prud'homme, qu'il a déjà donné son accord à l'Aviron Bayonnais pour les rejoindre en 2027. C'est très bizarre. Sur Facebook, alors, commentaire Facebook, on se méfie, on prend ça avec des pincettes, mais il y en a qui disent qu'ils l'ont vu avec Philippe Taïeb au Fêtes de Bayonne la semaine dernière. Enfin voilà, c'est forcément une situation qui est problématique. Toujours est-il que, en son absence, c'est Cyril Gomez qui prend la tête de ce département performance. Et de toute façon, c'est ce qui était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que Thibaut Giroud soit là ou pas. Donc finalement, ça change pas grand-chose. On espère en tout cas que cette situation ne va pas nuire à la préparation. Mais on voit mal un monde où Thibaut Giroud va sortir de son arrêt maladie. On ne sait pas ce qu'il a. Ça, pour le coup, il n'y a pas de raison ou d'infos qui ont fuité. C'est après sa vie privée. Mais on espère en tout cas que c'est rien de grave. Mais on voit mal Thibaut Giroud revenir au Seva Campus avant la fin de son contrat. Non, bah ouais, c'est mort, ouais. Mais effectivement, il faudrait que clarifier le truc, quoi, parce que ça devient un peu compliqué. Après, comme tu l'as dit, hein, il y a deux préparateurs qui vont monter. Enfin, il y a Gomez qui va devenir un peu le patron, et je pense on voit de plus en plus aussi Bertrand Desdieux, qui était le préparateur des espoirs, mais là, tu le vois de plus en plus sur les vidéos ou les posts Instagram. Donc, à mon avis, c'est pareil, il a dû monter en compétences. Euh, donc c'est bien pour lui et pour nous. Donc ouais, de toute façon, je pense qu'on va trouver une solution en interne. Hein. De toute façon, tant qu'il n'y a pas ce truc qui est réglé, ce sera le plus simple. Je suis pas sûr effectivement, pour créer des bases, peut-être un Thibaut Giroud était extrêmement intéressant parce qu'il t'amène cette rigueur, cette vision, cette construction. Après, quand tu commences à avoir 3-4 ans avec un peu les mêmes principes, à mon avis, voilà, t'as juste à t'adapter sur certains profils, mais je pense que la machine est déjà lancée, donc je suis pas sûr que ça va des masses impacter notre forme physique, notre niveau de préparation, etc. Je pense même d'ailleurs que tu vois, petit à petit, les compétences ont dû être reprises par certains, même au cours de la dernière saison, tu vois. Typiquement, un Cyril Gomez qui est là depuis des années et qui a suivi le parcours de Thibaut Giroud, tu peux aussi te baser sur ce qui a été fait la saison d'avant, tu vois, même si du coup les calendriers sont pas du tout les mêmes parce que là on est sorti début juin et que la saison d'avant on était sorti fin juin. Mais voilà, c'est bien que du coup il monte en compétence et en responsabilité aussi. C'est cool que ça vienne de l'interne, même si là c'est un peu la situation qu'il a forcé. Sud-Ouest nous apprend aussi que parmi les 18 joueurs, il y avait aussi des blessés qui étaient là, notamment Jean-Luc Duprez. Alors pas de date de retour. Toujours pas de date de retour. Donc on entend du septembre, on sait pas. Il y a un protocole qui est mis en place. Pour l'instant, on sait pas trop ce que ça va donner. Bon, déjà, il s'entraîne. Voilà, il a pas fait le Broncos, mais au moins il était à la salle, il a fait du vélo, etc. Enfin bon, il était en tenue de sport. Ouais. Non, mais attends. Non, mais c'est-à-dire que déjà, il a plus ses maux de tête du quotidien, entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En fait, dès qu'il courait à peine, j'ai l'impression Ah qu'il oui, ça avait je sais pas, ok. Et du Donc c'est coup, quand en même, fait, c'est quand même un signal positif, c'est ça que tu dis. ouais, en gros, c'est-à-dire qu'il est, parce qu'en fait c'est toujours pareil, les protocoles en plus quand t'as des symptômes, c'est-à-dire qu'en fait après Bristol il a dû avoir un protocole de 3 mois. Après, s'il avait toujours ces symptômes, ça repart à zéro à chaque fois. En fait, il faut savoir que dans ces protocoles de World Rugby qu'on suit à la lettre, t'as chaque jour en fait une étape entre guillemets et si tu rates une étape, après tu repars un peu à zéro quoi. Donc il faut, ça peut prendre énormément de temps. Donc déjà, là, il y a le fait que bon, il est là. Alors après, je sais pas comment le staff va adapter pour avant une reprise en contact, mais
au moins il est présent, quoi. C'est ce qu'on n'avait plus vu depuis très très longtemps, quoi. On l'avait même, À enfin, tel point que le middle annonçait sa fin de carrière, hein, donc effectivement. Donc voilà, on espère que il y a cette reprise petit à petit et qui va pouvoir reprendre. On espère le plus tôt possible, enfin et que surtout, ces symptômes soient réglés. Mais voilà. Déjà, on l'a vu en short. il est là, il est bien là. Ouais, on l'a vu en short, encourager ses coéquipiers, donc il est pleinement investi dans le projet et pour l'équipe. Un qu'on a vu aussi que je m'attendais pas forcément à voir, c'est Juan Janse Ouais. van Rensburg, qui, alors il a pas fait grand chose, mais Sud-Ouest indique que reprise de la course semaine prochaine, alors Ouais. que on pensait qu'il était, enfin, et c'est peut-être toujours le cas, hein, mais sa blessure au tendon d'Achille l'emmène normalement jusqu'à début 2027, une reprise début 2027. Là, il reprend cet été la course à pied. On se dit que finalement, est-ce que ça va pas aller un peu plus vite que ça? Ouais, alors est-ce que, en fait, c'est toujours pareil, est-ce que l'annonce qu'on a faite de sa blessure, c'est parce qu'on a cru que, parce que, à mon avis, il doit avoir plusieurs degrés dans ses ruptures. Donc, ce qu'il avait une totale, une pas totale, une partielle, voilà, et qui fait que, parce que, pour le coup, recourir, c'est clairement, enfin, c'est quand même, enfin, tu vois, c'est le mouvement qui est le pire, quoi. Alors bien sûr il n'y a pas les appuis etc, mais tu vois il a pas fait du vélo, quoi. C'est vraiment courir. Enfin il avait évoqué le fait de courir, donc c'est dire que globalement ça doit être cicatrisé. Alors après si tu dois mettre du temps avant de reprendre des charges lourdes, vraiment de faire des phases d'accélération, mais ouais c'est clairement encourageant. S'il recourt maintenant on n'est plus sur un début de 2027 et du coup on sera solide au centre, quoi. Bah, solide avec ce mon vieux Dan aussi qu'on a pu apercevoir. C'est vrai que Ouais, commence à faire un bon petit nombre de joueurs qui peuvent jouer. Un qui était très sur le cool. flanc et dont je m'attendais pas, c'est Cyril Cazot qui a apparemment problème Ouais, au genou. T'as plus d'infos ou ouais. pas du tout? Non, zéro moi. Mais du coup, c'est pas une très bonne nouvelle aussi, qui a eu un peu de mal l'année dernière avec beaucoup de blessures. On sait il avait eu une saison très très compliquée avec sa main. Voilà, il faut. J'espère que c'est pas grand chose et qu'on le reverra bientôt avec, notamment pour le stage en Espagne, ce qui va être, en fait, ça va être un peu le truc déterminant pour savoir qui va attaquer un peu la saison, parce qu'après on va agrémenter quelques internationaux, mais concrètement, on fera un peu la comptabilité de l'effectif à ce moment-là, je pense. Bah, sachant que Boris est en vacances, Adam Coleman, il est blessé avec sa sélection. On ne sait pas trop, mais il est en voyage. C'est vrai qu'il est Euh, en vacances. on a du mal à savoir. Mais il était pas au Seva Campus en tout cas. Non. Donc ouais, en deuxième ligne, il va falloir Après, on a Moon, on a Ouais. Zapedowski. Non mais ouais, Moon, il a été recruté pour ça, hein. Et puis après, Il va nous faire une probablement, Boris Palu, hein. ah il faut, hein. Il faut D'ailleurs, il ressemble. Au début, je pensais qu'on avait recruté Stanis Force. Il Staniforce, s'est ouais. fait ouais, il s'est fait une nouvelle coupe de cheveux là, Un petit cumulée. mulet. Ouais. Ouais, sympa, sympa, sympatoche. Ouais, il fait un petit peu surfeur anglais du coup. C'est enfin gallois. Truc qui a Voilà, vraiment pas c'est un de. style. Qu'est-ce qu'on a Surf. d'autre comme actu? Si, l'UBB, encore une Ah, fois. Euh, Concernant les réabonnements, on en avait parlé un petit peu du coup au début du mois, a communiqué sur 10 000 réabonnés. Déjà plus de 10 000 réabonnés en ce 20 juillet, ce qui paraît un peu surprenant. Enfin, tu vois, enfin, sur les 18 000, on peut se dire aussi que bah, il y a que 10 000 réabonnés, ou en tout cas c'est plus de 10 000, peut-être que c'est 12 ou 13, hein, mais assez surpris, enfin pas mal de monde a été assez surpris de les voir communiquer sur les 10 000 réabonnés. Visiblement, il y a pas mal de personnes qui ne comptent pas se réabonner à cause notamment de la hausse des tarifs. Ça va laisser du coup de la place aux nouveaux abonnés. Donc un petit renouvellement de public à Chaban. J'ai pas tellement de crainte sur le fait que on arrive aux 18 000 abonnés, mais voilà, ça montre quand même que il va y avoir un petit changement de public à Chaban. À voir les chiffres finaux, mais de toute façon, je pense qu'on arrivera à la jauge. ouais, j'espère, hein, parce que ce serait un gros coup quand même si on n'y arrive pas. Bon, je pense qu'on y arrivera. On mettra juste un peu plus de temps. Ça montre, voilà, effectivement, comme tu le dis, une petite réticence. Bah, Je pense que ça montre en tout cas pour les prochaines saisons qu'il faut pas nous faire du 25% à chaque fois, quoi.
Effectivement, parce que sinon ça va être compliqué. Ouais. Là, si déjà il y a une grosse, ouais, Ouais, ouais. un gros turnover. En tout cas, on espère oui qu'il y aura les 18 000 abonnés pour que le club n'en pâtisse pas de cette petite hausse et que Chaban soit plein à tous les matchs parce que c'est ça le risque finalement, c'est que cette série de guichets fermés finisse Ouais. et ça nous au-delà du côté purement financier dont qui nous impacte pas tellement. C'est plus niveau soutien de l'équipe et ferveur autour de l'équipe qui nous intéresse un peu plus parce que ça nourrit le sportif qui est un peu la seule chose qui nous intéresse. Donc on espère que on aura toujours des guichets fermés à Chaban. J'en profite aussi pour on en parlait des nouveaux joueurs avec qu'on avait vu au Seva Campus. T'as fait une petite vidéo sur un petit espoir Sudaf qui nous rejoint, un deuxième ligne qui s'appelle Diane Augustine, plutôt un numéro 5 qui a l'air pas mal du tout et on l'a posté la vidéo pour ceux qui veulent aller voir, alors soit sur le compte Twitter de Yann mais on l'a mis aussi sur Instagram et TikTok. Ouais, c'est un 2008 ouais, qui va donc quitter. Alors chez nous, c'est le niveau Kramos et qui va monter en espoir et sa première année espoir. Alors il va arriver, je crois visiblement, il arrivera qu'en 2027, janvier de mémoire. Un peu comme avait fait Jacobs aussi quand il était venu. Non, c'était Jacobs. Oui, je crois que c'était ça. Alors Jacobs est Jacob, lui, il arrivé. était arrivé à Biarritz en janvier. Mais oui, oui, Ah, ça avait Biarritz à été le janvier, cas pardon. parce qu'il y avait eu un décalage, tu sais, dans quand est-ce qu'il passait GIF. Et en Ouais, c'est fait, ça. il passait GIF une saison après. Du coup, ça va être le cas pour Augustine parce qu'il va arriver en janvier. Ça décale tout d'une saison parce qu'il sera éligible au statut GIF à partir de janvier. Ok, voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, bon, à mon avis, c'est une histoire voilà, il doit y avoir une histoire de règlement de championnat. Je sais pas comment ça marche, mais effectivement, s'ils arrivent tous en janvier, c'est qu'il y a une raison. Et ouais, c'est un joueur qui avait joué justement le Nation Series là en Afrique du Sud contre la France. Alors, il n'était pas avec l'Afrique du Sud A. Parce que c'était un première année, donc il était quand je l'ai regardé, il était avec l'Afrique du Sud. Enfin, il était pas enfin, je me suis mal exprimé. Il n'était pas avec l'équipe première d'Afrique du Sud. Il était avec l'Afrique du Sud A, qui est la deuxième équipe d'Afrique du Sud. Et donc, ouais, c'est un joueur. Alors, il avait les vidéos que je fais là, il avait 17 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il fait 2,04 m. Il doit faire déjà 120 kilos à 17 ans, effectivement. Donc je sais pas ce qu'ils bouffent les Sudaf, mais physiquement il est déjà très très en avance. Donc tu sens qu'en fait ça va être un joueur qui il va encore augmenter physiquement. Donc ça va être il va tendre vers un joueur qui va plus ressembler à Meafou que à Zapedowski ou voilà un joueur un profil un peu plus 4. Tu sens que c'est un joueur qui va facilement arriver aux 130 ou 135 kilos, qui va pas être le plus aérien du monde, mais qui va être très très dense. Et chose qui est intéressante, c'est que il joue pas que sur son physique. Il a du rugby. Donc c'est-à-dire que c'est un joueur qui essaie de faire jouer après lui, etc. Donc après c'est un très très jeune joueur. Hein. On parle là, on va pas se projeter avec les pros. Hein. C'est un joueur tu vois, qui va devoir s'acclimater, qui va devoir progresser, qui va devoir encaisser aussi sa croissance, etc. Mais en tout cas c'est un joueur qui était déjà dans le giron Sudaf de haut niveau, donc c'est extrêmement intéressant qu'on ait pu le prendre quoi, parce que c'est un joueur qui probablement réintégrer l'équipe sud-africaine U20 l'année prochaine quoi. Donc c'est quand même des joueurs de très haut niveau et comme on sait la densité qu'ils ont dans leur paquet d'avant, notamment en deuxième ligne, à droite, etc. C'est quand même une belle prise. Donc on a hâte de le voir chez nous et on a hâte de le voir évoluer avec les espoirs et dans son nouvel environnement. Donc ça va être intéressant à suivre. Ouais, tu l'as dit, 2008, du coup, il va arriver en première année espoir. Ouais, Comme les favoris, etc. C'est la même classe d'âge. Mais du coup, elle marche bien, cette filière sud-africaine. Et effectivement, sur la vidéo, on voit que c'est à la fois un beau bébé, mais à la fois, il a des mains. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce que parfois, ça arrive, enfin, moi, ça m'est arrivé de jouer contre des mecs qui étaient monstrueux physiquement, mais qui étaient très fâchés avec les mains, quoi. C'est-à-dire que tu pouvais pas lui faire filer un ballon. Et alors que là, bon, là, tu sens un joueur qui a du rugby. Alors que toi, t'étais monstrueux physiquement et en plus, t'avais un QI rugby et des mains, quoi. Ah oui, c'est vrai, monstrueux physiquement, ouais.
On envoie toutes nos félicitations à Monsieur Boris Palu qui a profité, il maximise tout, hein. Et dès qu'il a une journée de libre, c'est une des seules de l'année. Eh ben, il se marie, donc félicitations à Félicitations. Boris Palu et bravo à sa douce. Du coup, on imagine qu'il y a la lune de miel qui va s'en suivre sur ces 4 prochaines semaines. Ah oui, il faut pas louper le truc, hein, parce que sinon t'en as pour un an. Ouais, c'est ça, il n'y aura pas de vacances avant un an. Donc la lune de miel, c'est soit maintenant, soit 2027, quoi. Donc voilà pour terminer ce petit épisode qui finalement aura duré une petite heure. Donc c'est parfait. Je pense que la semaine prochaine, ce qui peut être pas mal vu qu'il n'y a pas de match ce week-end, c'est qu'on fasse un point un peu effectif mercato, poste par poste, ligne par ligne, pour voir un petit peu les changements qu'on a eu par rapport à cette année, arrivée, départ. Faire un peu le point, tu vas mentionner un peu la situation sur le poste, notamment de pilier droit là sur les prochaines semaines, comment ça peut évoluer. Mais il y a du changement finalement sur quasiment tous les postes, à part demi-mêlée par exemple ou à l'arrière où il n'y a pas de changement. Mais qu'on fasse un petit point mercato effectif, ça peut être pas mal vu qu'on n'aura rien à débriefer, ça sera l'occasion. Merci beaucoup Yannou. Merci, Passe une bonne fin de semaine et puis on se dit à la semaine prochaine. Ouais, ciao tout le monde. Salut tout le monde.